Way to go. Everybody came for us, so that's why ain't no quick, no days off. Way to go. Why y'all the time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor. Way to go. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. We're too far, we're the best now. Way to go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The Go MMA Boxing. Comment on se retrouve les gars? J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine aujourd'hui. On est accompagné de Karl. Comment ça va? Ça va très bien. J'espère que toi, tu vas bien de ton côté, Sigma, dans le pays où tu es. Et les gars, les autres, tous ceux qui nous regardent, où que vous soyez, j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes heureux dans votre vie. C'est Eh ben important. écoute, important, très belle introduction de Karl, très belle. Là, on va parler justement dans la news. On réagit à froid à la retraite de José Aldo, l'enfant de Rio, l'enfant prodige. On va parler de notre réaction déjà à cette news. Est-ce que pour nous, on considère que c'est le bon moment ou pas? On va parler justement de quelle pourrait être la suite pour cette légende de l'UFC et se remémorer un petit peu les moments. Là, on va être un peu nostalgique dans cette vidéo, les moments marquants et les plus iconiques de la légende José Aldo. Alors déjà, dans un premier temps, Karl, toi, comment as-tu réagi à cette news? Alors, nous, dès qu'on a eu la news, moi, je t'avoue, j'étais un peu étonné. Un peu étonné et en vrai, pas vraiment. Je ressentais un peu, tu vois, qu'il était sur la fin. Mais je t'avoue que je trouve ça un peu prématuré, c'est mon avis, dans le sens où je pense qu'il pouvait, il lui restait, tu vois, je trouve qu'il était encore à un très bon niveau et qu'il lui restait quelques combats au plus haut niveau, tu vois, avant de prendre sa retraite. Un peu à l'image de Khabib, tu vois. Khabib, pareil. Moi, j'avais pensé que il lui restait, tu vois, une ou deux grosses défenses avant de prendre sa retraite. Bah, Aldo, écoute, c'est pareil, hein, c'est un gars, bah, il faisait que des gros combats encore, qu'il en sorte gagnant ou perdant. Toujours, il proposait une très belle performance, tu Mhm. vois. Moi, même dans ses défaites, hein, j'ai pas été déçu de lui. Genre à l'image d'un Tony Ferguson ou d'un Nate Diaz, tu vois, qui m'ont déçu, par exemple, ou d'un Masvidal qui m'a aussi déçu, c'est sur ses derniers combats. C'est plus un mec, voilà, que je voyais toujours à un très haut niveau, très, très compliqué. Même les adversaires qui l'ont battu, ça a toujours été un passage très compliqué dans la KT featherweight, puis après Bantam. Et voilà, moi, je pense qu'il lui restait quelques combats. Je sais pas, toi, ce que tu en penses. Bah, là, déjà, est-ce qu'on se souvient, il avait quel âge là? Il a quel âge en ce moment? Je ne sais pas s'il Je a crois la qu'il a 30, 36 ans. 36 ans. 36 ans. Ok, 36 ans. Pour le MMA, c'est vrai que, c'est vrai quoi, il pouvait rester. Après, Josaldo, moi, je suis un peu mitigé, un peu partagé sur la question, parce qu'en termes de kilométrage, on va pas se mentir, il en a. C'est-à-dire Bien sûr. que c'est le premier champion featherweight de l'histoire de l'UFC. Avant, il était au WEC, où il a fait des ravages, hein, où il a été viral bien avant d'entrer à l'UFC. Pour ceux, les puristes, entre guillemets, ceux qui ne sont pas si jeunes dans le sport du MMA, normalement, ont découvert José Aldo avec les ravages qu'il a fait, que ce À soit la pour son, WEC. voilà, la WEC, on va y venir, hein, les coups fous qu'il a lâchés là-bas. Et moi, je pense qu'il avait quand même pas mal de kilométrage. C'est-à-dire que ce soit après sa défaite après Connor, il y a eu un avant-après, et on a vu que, bah, moi, ce qui m'a choqué, si tu veux, c'est la manière dont il a pu revenir dans son dernier run en Bantam. Parce que moi, je t'avoue que je pensais que c'était terminé pour Aldo. Et il Ouais. nous a donné un petit espoir, mais avant ce run-là, moi, je pensais que c'était terminé, Aldo. Et là, Bah, pile au moment où on pensait qu'il allait revenir à faire ce dernier title run, bah, il y a ce combat face à Merab qui nous laisse énormément sur notre faim. Et moi, je pensais vraiment qu'après ce combat-là, il en avait encore dans le tank, hein. Il avait encore dans le tank pour aller chercher cette ceinture. Et il décide de prendre sa retraite. Il y sa a son retraite enfant qui vient, MMA. retraite MMA. Il y a MMA, son ouais. enfant qui, important de le préciser, il y a son enfant qui vient de naître. Peut-être que mentalement, au niveau des émotions, surtout plus que physique, je pense que c'est surtout là où il s'est dit, ça fait C'est beaucoup. ça. Nous, voilà, on parle de l'aspect sportif, l'aspect gestion de carrière, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Quand un athlète prend cette décision, hein, que ce soit José Aldo ou un autre, je pense qu'il y a plein d'autres paramètres, lui, qu'il a pris en compte avant de prendre cette décision. Et moi, je pense notamment que voilà, il a peut-être envie de passer plus de temps à faire autre chose ou à passer avec ses amis, sa famille. Si mentalement, lui, il a plus vraiment d'envie, il veut plus. Fernand, il a dit un truc très intéressant l'autre fois dans un des podcasts. Il a dit que aussi, par exemple, si un combattant gagne et même dans la victoire ne prend plus de plaisir à faire ce qu'il fait, ça sert à rien de continuer. Et il a raison. Et moi, je pense que si vraiment c'est son choix à lui et que voilà, il est sur son choix, bah, il a bien fait. Quoi qu'il arrive,
Le plus important, c'est lui ce qu'il ressent, tu vois. Donc ça, c'est très important aussi, malgré nous, tu vois, analystes, podcasteurs, etc. Nous, on va parler plutôt, tu vois, de l'aspect carrière sportif et aussi un peu subjectivité. Nous, on adore ce combattant, tu vois, on aurait aimé le voir plus. Mais au final, je pense que si c'est lui qui a pris tout seul sa décision, bah, il a eu raison et tu vois, il faut le soutenir dans sa décision. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que ceux qui viennent de découvrir, par exemple, l'UFC peuvent se dire pourquoi est-ce que José Aldo prend sa retraite maintenant, mais ils savent pas peut-être tout le kilométrage, tout l'historique qu'il a. Pour moi, hein, je vais être honnête avec vous, hein, c'est le premier crack de l'histoire de l'UFC moderne. Moderne, je parle. C'est-à-dire que, Quand tu dis ouais, moderne, c'est après avoir rallié les autres exactement, catégories plus basses que lightweight. exactement. Pour moi, c'est le premier Exact. phéno qui je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Ce mec-là, il va vraiment, et c'est vraiment le premier phéno sur la durée Bien où il y sûr, avait bien vraiment, sûr. voilà, les autres, c'était, voilà. Et bien sûr, on sait qu'il y a eu les Matt Hughes, il y a eu énormément de légendes hein, bien avant tout ça. Et moi, je te parle, celui qui m'a vraiment marqué en tant que personne, c'est quand le monstre de la WEC, venu de Rio, qui à la base était fait pour le football, est venu à l'UFC, a commencé à shooter des jambes comme dans des ballons de foot, et ensuite est devenu champion UFC. Bien Le sûr. premier. Et d'ailleurs, on va en parler, on va commencer. Moi, tu vois, si tu veux, je disséquerai, je catégoriserai sa carrière de la manière suivante. Moi, je vois trois grandes parties de carrière. Je vois sa carrière, son début de carrière. On va dire la partie la moins intéressante sur laquelle on va pas trop se focaliser. Après, je vois sa deuxième partie de carrière où on va dire, voilà, fin WEC, il est entré à l'UFC et invaincu en WEC, invaincu à l'UFC. Il shoot tout le monde, comme tu dis. Il bat deux fois Chad Mendes, Ouais. il bat deux fois Frankie Edgar. Il est invincible, le mec. Il bat Et deux comme fois tu dis, Faber aussi, je crois, hein. il bat Faber une fois à la WEC. Ouais. Après, je crois pas qu'il se réaffronte parce que Faber, Ah, tu vois, il est ah, dans il a une pas. rivalité avec Cruz. Ah, ok, Il est plutôt d'accord, dans une d'accord. rivalité avec Dominique Ok, Cruz. ok. Mais par contre, pour ce qui est de la Team Alpha Male, il est en grande, grande rivalité avec un mec qui a été longtemps en seconde de cette KT, c'est Chad Mendes. Il le bat deux fois, dont la première fois avec un KO étonnant. La deuxième fois, il se livre les deux une très belle guerre, très serrée. Mais voilà, il bat notamment aussi deux fois Frankie Edgar, qui est à ce moment-là, une des légendes lightweight qui va passer en featherweight et aller l'affronter. Voilà, il bat Ominic, qui à ce moment-là est un grand combattant Mhm, featherweight. D'ailleurs, c'est mhm, face à lui qui gagne la ceinture. La mhm. ceinture est vacante, les deux s'affrontent et il la gagne. Ouais, Donc, inaugural, ouais. c'est cette première partie de carrière où voilà, il détruit tout le monde. Mais quand je te dis détruit tout le monde, les gars, vous vous rendez pas compte. José Aldo, c'est simple. À ce moment-là, José Aldo Prime, c'est quoi? C'est un striking dévastateur, une explosivité hors norme. Sûrement les leg kicks les plus dévastateurs de l'histoire de l'UFC Mhm, et du MMA. mhm. On pourra en débattre, mais moi, je suis persuadé qu'il est top 1 pour ce qui est des leg kicks dévastateurs. Euh, donc, pour parler de José Aldo Prime aussi, il y a un truc que je trouve très sous-estimé, on n'en parle pas souvent, c'est une défense d'amener au sol légendaire. Le mec, il se fait très, 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 très rarement amener au sol, et quand il se fait amener au sol, il se relève en 2-3 secondes. Il reste pas plus de 2-3 secondes au sol. C'est incroyable. Le mec, il a un bon niveau jiu-jitsu, grappling, mais il va jamais au sol. Et il se fait pratiquement jamais, il se fait pas contrôler au sol, jamais. Jamais il s'est fait contrôler au sol, José Aldo, dans sa carrière. Donc voilà, ce José Aldo Prime, c'était un problème pour tout le monde. Voilà, il était invincible jusqu'à cette défaite contre Conor. Mais moi, avant ça, je veux que tu me parles de ce José Aldo-là Prime. Qu'est-ce que tu Bah, en penses? Qu'est-ce que tu bah, penses de ce combattant? pour moi, si tu veux, c'est là que j'ai compris en fait qu'on avait assisté à quelque chose qu'on verra peut-être plus jamais. C'est quand on a vu, quand Roger Aldo justement est venu dans la deuxième phase de sa carrière à l'UFC, on va dire à le post-prime, où il envoyait plus ses leg kicks à foison. C'est C'est là où on ça, se rendait compte, en fait, on pensait que c'était normal, c'était une chose normale pour nous de le voir c'est ça. spammer les leg kicks comme dans un jeu vidéo, comme si on jouait à UFC, mais pas UFC, tu vois, non, UFC THQ. Tu vois, Oui, oui, oui. ce premier UFC pour les connaisseurs où tu spammais les leg kicks avec José Aldo, ensuite tu mettais des KO à la jambe ultra facilement lorsque tu le prenais, et bah c'est exactement la même chose. Là, c'était vraiment, la réalité était un jeu vidéo. Franchement, là, Ouais. c'est devenu fou. Et là, on voit des fighters qui essaient un peu de faire la même chose, mais bon, les calf kicks qu'ils envoient, ça n'a rien à voir avec le missile qu'envoyait José Aldo à l'époque. Ouais, d'ailleurs, il n'y avait pas trop encore cette notion de calf kick à l'époque. Il envoyait, en fait, c'était précis, mais je pense qu'ils sont, enfin, précis ou pas, ça pouvait toucher la cuisse, l'articulation du genou, ça pouvait toucher, tout ce que ça touchait, ça détruisait.
Mais il y a cette image qui me hante encore. Je suis hanté par cette image de Faber post-combat avec José Aldo quelques jours après, où il a sa jambe marron, bleu-violet, un hématome, et il dit il a dû aller à l'hôpital une deuxième fois après le combat pour qu'on lui check sa jambe parce qu'il y avait voilà, des risques de blessures aggravées. Et pour vous dire, voilà, il détruisait la jambe de ses adversaires. Euh, et si tu avais le malheur de pas tomber, être un guerrier, avoir du cœur et pas abandonner le combat par blessure à la jambe, bah tu finissais post-combat comme Faber à devoir aller à l'hôpital parce que ta jambe, elle faisait peur. Elle faisait peur, ta jambe. Elle était méconnaissable. C'est ça. Et il fait partie des combattants qui ont le plus de combats, pour moi, référence, qui mettent en avant toutes ses capacités dans les différents comportements du MMA. Que ce soit pour les leg kicks avec les Faber et les autres, que ce soit pour sa boxe anglaise avec sa rivalité avec Chad Mendes, où on a vu que son anglaise était phénoménale, parce que c'était vraiment un combat d'anglaise là dans les deux confrontations. On a vu que l'anglaise d'Aldo, c'était quelque chose de fou, notamment durant son prime. Et moi, le moment qui m'a le plus marqué de sa carrière, paradoxalement, c'était même pas à l'UFC. C'était face à Kip Swanson au WEC lorsqu'il lâche son coup de genou sauté d'entrée de jeu à quelques secondes du début du combat et le combat est déjà terminé. Ça, pour moi, ça m'a montré, ça m'a introduit le phénomène José Aldo et c'est là que j'ai compris que ce kid, comme dit Dana White, il aime bien appeler même les mecs qui ont 40 ans des skids. Et bah là, je me dis que c'est des skids is special. Vraiment, c'est cet enfant-là, c'est l'enfant de Rio, le monstre de Rio. Cette Le légende est King, vraiment très King of spéciale. Rio. The King, King of Rio. The Proclamé King of King of Rio. Rio. Ouais, C'est ouais, ça, ouais, The ouais. King of Rio, clairement. Bah écoute, voilà, il y a sans aucun doute, je pense que cette période prime voilà, de laquelle on parle, de José Aldo, fait de lui vraiment, je pense, si ce n'est la plus grande légende featherweight aujourd'hui à l'UFC, la référence featherweight. En tout cas, je parle en termes d'accomplissement et de carrière. Mhm. Ça, pour moi, ça fait aucun doute que même si tu prends pas hein, le reste après, hein, alors qu'il en a fait des combats références même après, je pense que si tu restes, quand il est resté, voilà, ce règne featherweight, et même un peu après le règne, on y viendra, je pense que ça fait de lui vraiment, je pense, la référence featherweight aujourd'hui, et cette legacy, elle va être dure à battre. Très, très dure à battre. Et donc, toi, tu penses que c'est vrai qu'en termes de title défense, c'est Je te, costaud? je te parle en termes d'accomplissement, pour moi, c'est le numéro un featherweight aujourd'hui all-time. Voilà, parce que c'est vrai qu'en termes de ça, c'est bien, c'est marrant que tu fais ça, parce qu'en termes de title défense, c'est costaud. Il a fait partie de la lignée des Avengers qui étaient en mode Anderson Silva, John Jones, Dominic Cruz, Exactement. José Aldo. Il y a vraiment une lignée de champions dominants pendant une certaine période de temps. C'était les Avengers, c'est ceux que je viens de citer. Cain Velasquez, il a fait partie de ça, José Aldo. Et là, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pour toi, il est parti au bon moment? C'est-à-dire que soit il est parti au bon moment, est-ce qu'il est parti trop tôt, est-ce qu'il est parti trop tard? C'est quoi ton ressenti quand il a annoncé sa retraite? Alors, déjà, je pense, pour introduire et répondre à cette question, voilà, je vais introduire par du coup la dernière partie de sa carrière, qui pour moi est la troisième. C'est voilà, cette partie de carrière post-défaite Connor, post-défaite Max Holloway, où là, alors c'est simple, il perd contre Conor McGregor. Donc là, comme tu as dit au début, c'est là où on a vu que c'était un vrai champion. Il s'est relevé de cette défaite humiliante, très humiliante. C'est cette défaite où il s'est fait trash talker pendant tout le Media Tour. Et ensuite, il perd, voilà, en quelques secondes au début du combat 13 secondes, ouais. sur un contre. Bah, combien de combattants ne se seraient jamais remis de ça, en fait? C'est ça que j'ai envie de dire. C'est là où on a vu que c'était un vrai champion. Il s'est relevé. Il a battu, il a battu Frankie Edgar. Il a repris une ceinture intérimaire. Il Ouais. a battu cette légende qui est Frankie Edgar. Euh, Ensuite, voilà, il a ses défaites contre Holloway, deux défaites. Il a défaite contre Volkanovski aussi. Enfin voilà. Après, voilà, tu sais, il part en bantam et en bantam, il a des victoires, des défaites certes, mais il a de très très belles victoires contre des très grands noms aussi. Faut pas oublier. Et en tout cas, donc dans cette partie de carrière, si on parle vraiment d'aspect de combat, comme tu as dit, plus de leg kick. Est-ce que c'est un choix, comment dire, est-ce que c'est une volonté de sa part ou est-ce il sentait que voilà, il avait plus, je sais pas, peut-être que ses jambes étaient usées, je sais Mhm. pas, il avait peur peut-être mentalement d'envoyer encore comme ça, ou est-ce que tout simplement il voulait se focaliser sur sa boxe parce que c'est vrai qu'il envoyait plus athlétique, mais pour moi, techniquement, il a largement amélioré sa boxe en fait. Son anglaise est passée à un autre niveau à ce moment-là et c'est ça qui est fort, c'est que le mec, il change de KT, il va dans une KT plus basse.
C'est-à-dire, il fait plus attention à la diététique. Il fait un nouveau régime. Il améliore son anglaise. C'était vraiment, en fait, peut-être que c'était plus son prime, mais ça restait tellement à haut niveau, tu vois, que genre, j'ai mal de parler, j'ai du mal à parler de prime, en fait, tu vois. J'ai Mhm. du mal à dire qu'il est plus dans son prime. Il y est plus, mais tu vois, faut pas, attention, faut pas confondre plus être dans son prime et être mauvais. Il était quand même à un très gros niveau. Il était niveau top 5 facile. C'est marrant que tu parles de Prime parce que, en plus, son retour, on va dire, à ce très haut niveau, il faisait suite à des déclarations assez polémiques de Khabib qui disait que José Aldo combat pour l'argent, il ne peut pas revenir deux fois à son Prime. Et au moment où il a dit ça, tu vois qu'il est en train de faire des dingueries phénoménales en bantam. Mais il propose des guerres contre Petroyan. Mec, Petroyan, il gagnait le début du combat. Mais ça se voit que c'est, comme tu dis, c'est l'usure qui lui fait perdre ce combat. Ouais. S'il n'y a pas ce facteur d'usure voilà, dernière partie de sa carrière, qu'il a tellement de guerres derrière lui, pour moi, il peut le gagner large. Ce combat, les deux premiers rounds, il est en train de le gagner, José Aldo, tu vois. C'est à la fin du combat, en fait, qu'il se fait avoir. Pareil, contre Holloway. Contre Holloway, il fait un super début de combat. Mhm. Holloway, il est dans la merde un petit peu au début du combat. Désolé, excuse-moi pour le terme, mais tu vois, c'est pareil, c'est sur l'usure qu'il le bat Holloway. Mhm. C'est sur la fin de combat. Et en fait, c'était ça son bémol à cette partie-là, mais techniquement parlant, pugilistiquement parlant, ça restait mais un monstre que c'était un cauchemar. C'était un casse-tête, ce mec. Ouais. Le mec, il a un des plus hauts niveaux de striking de la KT, et en plus, tu peux pas l'emmener au sol. T'arrives pas à l'emmener, mais voilà, en fait, voilà, c'était vraiment les combattants, voilà, très, très cardio, qui sont très, très résilients, qui arrivent à le battre sur la fin de combat, souvent. C'est vrai que c'est l'un des fighters où tu as envie de le placer dans ton top 5 des GOAT de l'UFC. Ah, tu te dis, ah ouais, mais c'est compliqué parce qu'il y a on va dire, il y a la dimension économique et financière. Aujourd'hui, il y a plus que la dimension, on va dire, martiale et des compétences martiales. Il y a tout ce qu'il y a autour. Et on va dire que José Aldo, c'est vraiment l'un des GOAT des puristes de l'UFC. Tu vois, pas tout ce qui est. Si tu devais le comparer aujourd'hui, Dana White, il a quand même mis dans son top 5 des GOAT, il a mis Ronda Rousey. Il a mis Conor McGregor. Il a mis des gens qui, en plus, ont cette dimension-là financière et ce star power. Mais Ouais, en ouais. termes Alors que martial, Ronda pour, Rousey, voilà, pour elle moi, a accompli quoi par rapport à Aldo, hein, en comparant? Elle a pas un cinquième de ce qu'a fait Aldo dans cette cage. pour Pas les un cinquième. Ronda Rousey, pour les femmes, elle a paved the way. C'est-à-dire que pour les femmes, c'est la première femme qui a vraiment été superstar à l'UFC et en Bien MMA. sûr, bien sûr, Voilà, bien c'est sûr. ça. Par contre, c'est vrai que comparé à José Aldo, c'est pas comparable. Tu vois, c'est pas Quand on comparable. parle de carrière, hein, je parle. Quand on Voilà, parle de c'est carrière. voilà, c'est ça. Et je me dis, José Aldo, malheureusement, il n'a pas eu ce. Quand il part comme ça, maintenant, après, c'est. Heureusement, il n'est pas parti juste après Conor, la défaite face à Conor. Bien sûr, Mais je mais me ouais. dis, je reste un peu sur ma faim. Parce que je me dis Ok. qu'il aurait mérité beaucoup plus. Après, bien sûr, c'est un futur Hall of Fame, ça c'est sûr et certain. Ah, Ça, il mais n'y a aucun j'espère. doute dessus. Ça, J'espère, c'est. mais il y a pas, normalement, ouais, comme tu dis, il n'y a pas de doute. L'UFC, vont l'introduire au Hall of Fame. Mais ouais, mais t'as totalement raison. Il Mais manque un truc, j'ai l'impression. Tu vois, c'est pas là. Tu vois, c'est Khabib, ça. pour moi, Khabib, en termes de statistiques, elles sont impressionnantes, hein. Mais en termes de défense, autre, il a fait beaucoup moins que José Aldo. Mais pourtant, il a plus de... quand il a quitté l'UFC, il y avait beaucoup plus de poids lors de Bien son sûr, départ qu'un José bien Aldo. sûr. C'est Mais mon ressenti. je pense que c'est parce que Khabib, il quitte à un moment où il est au top. Ouais. Il a l'air invincible. On a peur pour lui. Il gagne archi facilement, non. Enfin, je peux pas dire ça. Mais tu vois, il gagne, il finit Gaethje deuxième round. Euh, Khabib, en fait, il a laissé aucun doute, tu vois. Il a fini tout le monde et il part en étant champion, tu vois, en ayant Hmm. défendu sa ceinture. Aldo, il part sur une défaite déjà. Je pense, malgré tout, ça ternit un peu l'image, même si ça veut rien dire. Enfin, il a des grosses victoires même avant cette défaite, tu vois. Mais il part sur une défaite. On l'aurait peut-être aimé le voir dans d'autres positions, parce qu'il y a tellement de mecs forts dans cette caté-là de bantamweight qu'on aurait aimé le voir peut-être contre aussi quelques autres fighters. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est notre côté subjectif qui nous dit ouais, on l'aurait aimé voir encore, tu vois. Il avait encore le niveau d'aller plus loin, tu vois. Pour moi, Mais largement. je pense qu'objectivement, comme je te dis, c'est vraiment son choix de si mentalement il en veut plus, il a plus de ce plaisir, comme je te dis, c'est mieux. Ça sert à rien de se faire du mal pour les gens comme nous, les fans, tu vois. Parce que nous, on est des fans de lui, mais
Mais bien sûr, il y a un sentiment de. Il manque la petite cerise sur le gâteau, je suis d'accord avec toi. C'est ça, Je de suis d'accord avec non-achevé toi. alors qu'il a fait énormément. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que le fait qu'il parte à ce moment-là, bah là, déjà, de un, il va recevoir 10 000 propositions, que ce soit du BKFC, Berneukel FC, que j'espère restera loin de là-bas. Donc voilà, donc c'est quand ça boxe justement à Magny, entre guillemets, même s'il y a énormément d'argent à se faire. Il va Ouais, recevoir des mais propositions, je suis sûr, du PFL. Il va recevoir des propositions de partout. Est-ce moi, que il a je vraiment pense pris sa aussi qu'on retraite? peut, je pense aussi qu'on peut parler de l'anglaise, de la boxe anglaise. Est-ce Boxe que anglaise aussi. possiblement il pourrait pas débuter sa carrière en boxe anglaise dans des sortes de money fight, tu vois? Un peu comme ce que fait Anderson Silva, si tu veux. Pareil, moi, j'ai pas envie de le voir face à un Jake Paul, tu vois, ou face à un. Bon, la différence de poids, je pense, est trop élevée, ça se fera Voilà, jamais. Mais tu vois ce que je veux dire? En tout cas, je veux pas le voir dans des money fights comme ça, juste faire des combats pour l'argent. C'est bien pour lui. C'est bien pour lui. Je vais pas lui. Enfin, il va se faire beaucoup d'argent, mais tu vois, en fait, ça va. Enfin, en fait, nous, comment on va avoir l'image d'un mec, tu vois, qui pour nous est une légende comme ça, on n'a pas envie de le voir dans ce type de combat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, C'est je comme un comprends. peu limite dégradant. Tu vois, le voir au bare knuckle, c'est se dire, ah, mais en fait, il a pas en fait, un mec que tu vois au bare knuckle, pour moi, c'est un mec qui n'a pas eu le talent de faire ce qu'il fait ailleurs, tu vois, dans une grosse orga de boxe ou du UFC. Pour Un moi, peu le à la. bare knuckle, c'est un peu, t'es un personnage. C'est péjoratif, hein, ce que je dis. T'es un personnage, voilà, un peu. T'as ton personnage, ton petit rôle, et tu vas dans un truc, voilà, violent, sanguin, faire beaucoup d'argent, mais tu sais, parce que tu n'aurais pas pu le faire ailleurs. Alors que José Aldo, voilà, il a rien à prouver. Il a rien à prouver. C'est une légende absolue du MMA mondial. Et, euh, et voilà. Et moi, j'ai une question très importante maintenant à te poser. C'est en prenant tout en compte, tous les aspects. Ça veut dire on ne prend pas que l'aspect accomplissement et carrière. Tu le mets où dans ton classement Featherweight of all time? Et moi, je vais te répondre. Je vais répondre à ma propre question et après, je te laisserai faire. Moi, José Aldo, c'est sûr, déjà, il est dans le top 5 Featherweight ever. Mais par contre, je ne le mets pas premier. Moi, en premier, je pense que je mettrais Volkanovski. En deuxième, Holloway. En troisième, Conor McGregor. Et en quatrième, je le mettrais lui. Et je sais que ça peut faire polémique de mettre Conor devant lui, mais parce que là, je prends en compte aussi l'aspect combat. Et pour moi, Conor McGregor, si on prend en compte l'aspect combat, pour moi, c'était vraiment une horreur. C'était une terreur chez les featherweight. Pour moi, Conor McGregor en featherweight, c'était. Pour moi, pour moi, il peut. Enfin, si on reprend là, on reprend Conor featherweight là de l'époque avec le niveau de l'époque et on le met face à Volkanovski. Pour moi, il a ses chances. Tu vois. Tu vois jusqu'à où je le vois très très fort. Conor en featherweight, c'est incroyable, mec. C'est Conor en featherweight, c'est incroyable. Et je le mettrai devant Aldo, mais parce que je prends en compte l'aspect combat. Bien évidemment, si je prends pas en compte l'aspect combat, ces trois mecs-là, ils passent derrière Aldo pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais si on prend en compte tout l'aspect, genre niveau, combat, etc., je le vois quatrième. J'ai un peu hésité, tu vois, à le mettre troisième, mais je vois en fait Volkanovski, Holloway et Conor à leur prime en featherweight, je les vois meilleurs qu'Aldo. Peut-être, je dis ça aussi parce que il a jamais pu les affronter quand il était dans son prime, c'est-à-dire avant la défaite face à Conor. Mais en même temps, tu vois, je peux pas. C'est pas non plus si loin. C'est pas si éloigné que ça de la défaite contre Connor. Et surtout, Connor, il l'a pris à son prime et il l'a battu en 6 secondes, enfin 10 secondes, je sais pas combien. Et pour moi, c'est pour ça que je le mets devant Connor. Pour moi, il est meilleur. Après, sur 10 combats, qui gagne le plus de combats, je sais pas, sur 10 affrontements, mais voilà, je le vois quatrième. Et je sais que ça va pas plaire à certains ce que je dis. Je sais que ça va pas plaire à certains. Mais voilà, j'ai argumenté. Bah alors, Toi, qu'est-ce ouais, que non, tu c'est en penses? intéressant. Ouais, c'est intéressant. Moi, après, je trouve que c'était des époques différentes et que chaque combat a eu lieu à des phases différentes de chaque combattant. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est dur de. Et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi un classement all-time. Parce que pour moi, le classement, par exemple, pour Volkanovski, il n'est pas terminé. C'est-à-dire que pour Volkanovski, il peut encore faire beaucoup de choses, énormément de choses, même en lightweight, il peut faire énormément de choses. Je ne sais pas si je le mettrais tout de suite en all-time parce que l'histoire de Volkanovski, pour moi, elle n'est pas terminée. L'histoire de Holloway, elle arrive peut-être sur la fin. L'histoire de Holloway. Mais elle n'est pas L'histoire, terminée non plus. voilà, elle n'est pas terminée non plus. L'histoire de Aldo terminée. L'histoire de Connor, moi, j'estime qu'elle est terminée.
T'as vu dans le délire. Est-ce que c'est le moment pour moi de me faire un classement all-time? Bah, parce que pour moi, là, ça jouerait parce que avant de faire ça, je dirais que ça jouerait plus entre Aldo et Connor dans un premier temps. Est-ce que qui tu mets qui la vraie question, après je vais répondre à ta question, mais qui tu mets devant? Est-ce que tu mets un Connor ou est-ce que tu mets un Aldo devant? En Euh, fait, très sérieusement, si on regarde vraiment, moi je pense que ça dépend de qu'est-ce que tu trouves. Enfin, tu mets quoi, c'est quoi le plus important pour toi? C'est l'aspect accomplissement carrière ou l'aspect niveau? Parce que c'est un autre niveau, Connor en featherweight quand même. Je crois on l'oublie. En fait, ce qui nous montre maintenant, Connor, tu vois, ça ternit. En fait, en featherweight, ce qu'il a fait contre Mendes et Aldo, pour moi, c'est trop. C'est trop, mec. En fait, on oublie pourquoi c'est une superstar, je crois. À part le fait qu'il parle, il n'y a pas que ça, hein. mhm. La victoire, quand il prend Mendes short notice, le combat, il perd le combat dans les premiers rounds, il revient et comment il gagne. Et après, face à Aldo, ce qu'il fait, le mind game qu'il fait, et ce contre, ce gauche, mec, dévastateur. Non, mais J'irais même c'est plus, dur, hein. tu vois, c'est dur. C'est trop dur, en fait. En fait, c'est trop dur. Je sais pas qui je mets devant. C'est trop, Je trop dirais dur. même plus. Je dirais même plus. C'est-à-dire que ce qu'il a fait face à Connor, oui, il était beau, je ne sais pas quoi, mais les gens, ils ont tendance à oublier que c'est l'une des meilleures prestations. Pardon, que ce que Connor a fait face à Khabib, les gens ont tendance à oublier, mais c'est l'une des meilleures performances qui a été faite sur Khabib. C'est-à-dire que le Et combat où il y a eu la bagarre générale, euh, Connor, il n'était pas dominé par. C'est-à-dire que Khabib, il a eu du mal. Après, quand on voit comment il a dominé des Gaethje juste après, comment il a dominé d'autres personnes, face à Connor, c'était pas si dégueu que ça. Et là, on se mais rend compte que ouais, Connor, c'était et quelqu'un, là, tu vois. Connor, c'était quelqu'un. Et là, on parle de la KT lightweight. Ouais. Mais mec, en featherweight, c'est pas normal. Le niveau de Connor était anormal. Moi, je trouve que déjà, Il était à un autre niveau en featherweight. Un avant même autre de niveau. parler de combat, déjà, son weight cut, pour moi, il était anormal. C'était C'est-à-dire un en weight featherweight. bully. Non, mais c'était un Ouais, weight ça. bully. En Ah, fait, il te touchait, il a effleuré Poirier à la tempe. Poirier, il a dormi. ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Il moi, je a, trouve il a que mis ouais. une masterclass à Holloway. Bon, c'était un Holloway très jeune et pas encore à son prime. Mais en fait, je crois on oublie à quel point il était trop fort avant 30 ans en featherweight. Il avait même pas 30 ans encore. Il était déjà phénoménal, phénoménal. À 26 ans, il est arrivé en featherweight. Son niveau était inhumain pour un mec de 26 ans, tu vois? La catégorie featherweight, pourquoi est-ce qu'elle est assez spéciale? Parce qu'on peut pas moi, je pense qu'on peut pas la noter comme les autres catégories. Comme il a dit Parnasse dans son interview, chaque année, il y a plus de 6000 compétiteurs. C'est-à-dire que c'est pas la même que même en welterweight, c'est pas la même qu'en poids lourd, c'est pas la même qu'en middleweight. C'est une catégorie qui a tendance à énormément bouger. Et à C'est chaque pour fois, ça. il y a un fighter qui vient marquer une nouvelle ère, une nouvelle ère, une nouvelle ère, beaucoup plus rapidement que C'est dans vrai. les autres catégories. Je C'est suis pour ça d'accord que, avec toi et c'est pour ça que c'est très sous-coté, je trouve, à quel point il a régné Aldo dans cette KT exactement, avant que les nouvelles stars exactement, éclosent, tu vois? exactement. C'est-à-dire que Aldo, pour moi, il a assis une domination que personne n'a fait dans l'histoire du MMA dans une catégorie qui est blindée, C'est ça. totalement blindée. Et quand Connor, il a marqué l'histoire, il a dominé, ensuite il est monté, il n'a pas dominé plus qu'Aldo. Quand C'est Holloway ça. il est venu, il a dominé, il n'a pas dominé plus qu'Aldo. Quand Volkanovski il est là, il est en train de dominer, il n'a pas dominé plus qu'Aldo. C'est ça. C'est ce caractère-là. C'est notamment ça le fait que je te dis. C'est pour ça que je te dis, ça dépend quels paramètres tu prends en compte. Ouais. Et en même temps, Connor, il c'est était compliqué, hein. imbattable. Ouais, Mais Connor, il était imbattable en featherweight, mais il n'a pas de legacy. Il a zéro legacy en ouais, featherweight. ouais, Il a fait un run, il a pris la ceinture et il a pas ouais. défendu. Il a pas défendu. Euh, Mais si tu veux, donc, le schéma de Connor, excuse-moi de te couper, c'est un schéma que la majorité des featherweight devraient faire, j'ai envie de te dire, parce que c'est une catégorie, il ne faut pas s'éterniser. Pour moi, Josaldo, il aurait dû peut-être monter plus tôt. T'as capté? Il aurait dû peut-être faire ce que Connor a fait. Ça l'aurait peut-être, pour sa legacy, encore plus, peut-être qu'il n'aurait pas eu ces chiffres en termes de record breaker qui sont au-dessus de ses confrères, mais en termes de impact sur le MMA, il aurait peut-être pu faire ce que Connor il a fait. Il aurait peut-être pu faire ce que Volkanovski s'apprête à faire. Si Volkanovski va prendre la ceinture en lightweight, on ne sait pas. Il y a plein de choses tu vois. Et la catégorie feather, pour moi, c'est une catégorie assez spéciale. Et le fait que quelqu'un ait autant dominé, c'est vraiment quelque chose pour moi à retenir. Après, comme on sait, c'est que là, Volkanovski, il est super chaud. C'est numéro un pound for pound. Mais s'il arrive à aller en lightweight, à prendre la ceinture,
à redescendre, à défendre ne serait-ce qu'une seule fois. Pour moi, c'est monstrueux, c'est un truc de fou parce que là, il y a des. En France, ne serait-ce qu'en France, des parnassaux, il y a des monstres qui arrivent à l'UFC. Il y a des monstres qui arrivent à l'UFC, européens, américains, sud-américains, tout ce que tu veux. Et Volkanovski, il a un gros boulot s'il compte s'éterniser en featherweight. C'est mieux qu'il il Sûr. monte, il garde, il parte, on va dire en lightweight avec son statut de numéro 1 pound for pound et qu'il revienne plus dans cette catégorie parce que cette catégorie, dans les prochaines années, ça va être le bordel, hein. Encore C'est ce que je faut-il préviens. encore faut-il qu'il en soit capable. Ouais. Tu sais très bien c'est quoi le problème quand tu montes de KT et que ce soit pas ta KT, enfin que ce soit entre guillemets une KT où t'as pas besoin de weight cut, mais en face de toi, il y a un mec qui a cuté 5 kilos d'eau, voire plus. Et le jour du Après, combat, il va les reprendre et ça peut être chaud, hein. Enfin, après moi, j'ai c'est un toujours ancien été, rugbyman. ouais, ouais, non, non, bien sûr, mais moi, j'ai toujours été dubitatif sur un champion qui veut monter, pas descendre, hein, monter, parce que ça s'est souvent mal fini. Je pense à BJ Penn, je pense à Adesanya. On va voir avec John Jones là, si on le voit en polo, on va voir ce qu'il va donner. Mais ça s'est souvent mal fait, mal fini. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on sous-estime trop ces histoires de poids, trop. Parce que le MMA, c'est pas que du striking. Il y a tout l'aspect où on va devoir s'attraper, on va devoir lock l'autre dans des positions, le garder dans des positions, se mettre sur lui. Et je pense que ça, encore à corps, on sous-estime beaucoup, beaucoup la fatigue engendrée par toi, t'es plus lourd, déjà. Peut-être que ton corps, il n'est pas habitué à cette intensité, ce cardio à ce poids. Et surtout, en face, t'as un mec qui fait facile 10 kilos de plus que quand tu combats dans la catégorie en dessous. Donc voilà. Moi, pour moi, c'est quelque chose de dangereux. Après, je pense que Volkanovski, s'il y en a un qui peut le faire, c'est Volkanovski, bien Voilà, évidemment. c'est ça. Moi, je pense que pour Volkanovski, justement, c'est celui qui a il est le mieux placé. Selon moi, il est le mieux placé, selon son historique physiologique, son historique en termes de poids, c'est le mieux placé pour faire ça, pour monter d'une KT. Après, on verra, hein, on verra. Parce que comme tu as dit, c'est pas du striking. C'est pas du striking. Donc, on verra. Là, si c'est un Makhachev qui prend la ceinture, ça va être moins drôle. Mais même L'histoire un même Oliveira un face à. Oliveira, Et même je un suis désolé, Oliveira, ça va être mais moins il drôle. faut l'analyser, la différence d'allonge, hein, Volkanovski-Oliveira, hein. Ouais, ouais. C'est pas là. Non, Ouais, mais, non, mais voilà, je rappelle que Lightweight, ils font des cuts monstres aussi. Pour les meilleurs, là. Dans le top 10, ils cut beaucoup, beaucoup pour ouais. arriver à 70 kilos, hein. Mhm. Et du coup, non, c'est intéressant. Bah, voilà. Après, où est-ce que je devrais le placer, moi, dans mon truc all-time? Si tu veux, j'ai pas de réponse là encore aujourd'hui, Ouais. Josaldo. Mais il Faudrait est que dans je vois comment ça tourne. ton top 5 ou top 3 plutôt? Ou c'est compliqué à répondre? Si Josaldo, moi, clairement, Parce que pour moi, il est aux portes du top 3. Mais comme je te dis, parce que j'ai beaucoup pris en compte l'aspect que niveau du combattant et pas, tu vois, ce qu'il a accompli. C'est ça le truc, en fait. moi, le facteur, celui qui m'empêcherait peut-être de le mettre dans le top 3, c'est Max Holloway. Parce que Max Holloway, pour moi, il a été trop impressionnant. Pour moi, vraiment, il a eu sa phase où vraiment Max Holloway. Là, c'est des fêtes avec Volkanovski. Bon, ok, tu vois, ça a entaché. Là, il a eu la trilogie où il a perdu. Mais pour moi, Max Holloway, c'est un truc de fou ce qu'il a fait. Si tu veux, Volkanovski, j'aime bien, hein. GOAT, numéro 1 point de forme, si tu veux. Mais moi, le featherweight ces dernières années, ces 2, 3 dernières années qui m'a le plus impressionné, là, je vais faire polémique, c'est pas Volk, moi, c'est Max Holloway qui m'a impressionné. C'est Max Holloway. Moi, En c'est tout Max. cas, avant cette troisième défaite, parce Voilà. que les Voilà, deux avant cette premières, on peut troisième. en Ouais. discuter. Ouais, moi, c'est Max Et Holloway. avant, ouais. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Avant cette troisième défaite, je pense qu'Holloway, Ouais. c'est un peu Après, le GOAT de cette KT actuelle. Mais quand il fait cette troisième défaite, je pense qu'il passe en dessous de c'est ça. Volkanovski, qu'il est deuxième de Volkanovski. cette KT. Voilà. Actuellement. Actuellement. Donc, on verra. Donc, c'est peut-être à cause de ça. Et après, ouais, c'est vrai que tu as Connor en termes d'impact historique. Connor, en fait, si tu veux, moi, Connor, en termes de stats, je le mets même pas dans le top 5. Enfin, je le mets facilement, je le mets cinquième. Et Ouais. je mets Aldo devant. Mais, Le problème, c'est mais, que comment est-ce mais qu'il a attends. porté l'UFC et l'image de marque? Tu es obligé de le mettre dans le top 3. T'es obligé Mais je te il a jure, transcendé le sport du MMA en mais lui-même, je plus sais que pas. l'UFC. Ça, non, mais ça, il n'y a aucun doute. Ça, c'est la plus grande superstar pour l'instant de l'histoire de ce sport. Ouais. Mais même mais prends juste l'aspect combat. Et non, mais est-ce qu'on peut se poser 5 secondes? Les gars, je sais pas si j'ai pas envie d'être paraître fou. J'espère, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais qui pouvait battre ce Connor? Non, mais vraiment, c'est une vraie question. Ce Connor Featherweight, là, ce run phénoménal qu'il fait, je sais pas si ça va plus loin que l'aspect combat. Il a une aura, il a quelque chose. J'ai l'impression qu'il est invincible. Je te jure que quand il bat Aldo comme ça, je me pose comme ça, je me dis, mais en fait,
fait, nous, on le prend pour un trash talker et tout, mais ça se trouve, il est invincible. Il est juste, c'est le seul qui le sait qu'il est invincible. Enfin, tu vois, il est trop confiant, en fait. Qui le bat, qui le peut. Enfin, tu vois, moi, il m'a retourné le cerveau, en fait. Comment il gagne ses derniers combats en featherweight. Ouais, c'est vrai qu'il avait C'est une trop fort. domination. Ouais. C'est trop fort. C'est vrai qu'il n'y a pas eu cet impact-là en termes de psychologie chez les autres fighters. C'est-à-dire qu'en featherweight, c'était vraiment Mystic Mac. Il a laissé une empreinte folle. Après, pour moi, ouais, c'est vrai. C'est vrai que. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore. Et- En fait, ce qui est dommage, c'est pour ça, c'est dommage. C'est là où, si tu prends l'aspect combat, tu aurais tellement aimé le voir rester dans cette KT et le voir affronter des Holloway Prime, des Volkanovski Prime. Là, ça aurait été intéressant. Mais ça reste un point d'interrogation dans sa carrière. À Connor, tu vois, il les a pas affrontés, ces mecs-là en Feather. C'est vraiment dommage. Parce que le classement, il aurait été beaucoup plus simple à faire, du coup, Mhm. si ça avait eu lieu. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'après, Aldo, lui, il est descendu de KT. Il n'est pas monté, il est descendu. Et on dit toujours, comme l'a dit Tonton Chelsonen, qu'un combattant, il cut, non pas pour la compétition, mais pour éviter de la compétition. Et c'est peut-être le fait que après il y a eu cette défaite face à Merab et autres qui ait court-circuité ses plans, qui moi je pensais étaient réalisables. Pour moi, il pouvait aller vers cette ceinture-là. Pour moi, Et largement. qui fait que on reste sur le sentiment de faim, que après il y a peut-être du mauvais management, qui fait que tu peux pas le mettre dans ce top 3 featherweight all-time. Par contre, il a marqué l'histoire. Il a marqué l'histoire et on verra comment ça va se décanter. En tout cas, c'est une des plus grosses légendes Ouais. de l'UFC. Ça, il n'y a aucun doute. En tout cas, enfin, à partir de 2010, si on prend l'UFC à partir de 2010 à 2020, on va dire, voilà, c'est un des combattants qui a marqué le plus. Et, euh, et voilà, il ira dans le Hall of Fame et c'est mérité. Et de toute façon, ça restera, quand on parlera de légende et de GOAT, je pense pas qu'il sera dans notre top 3 GOAT ou top 5 GOAT peut-être, je sais pas, mais il restera toujours dans un coin de la tête. Ah, José Aldo, à ce qu'il a accompli. Et je pense que c'est ça le plus important. Il a eu sa legacy, il a des moments. On peut faire une compile de 30 minutes sur ces moments de sa carrière, ces gros moments, ces highlights. Et voilà, et ça sera toujours le mec qui a eu les leg kicks les plus dévastateurs. Ce sera toujours le mec qui a eu une défense de takedown, mais ahurissante. Mec, ahurissante. Et voilà, et il a ses signature moves. C'est un mec, il a eu des body shots dans sa carrière. Comme personne d'autre, il envoyait les body shots. On se rappelle notamment de son KO, son TKO face à Jeremy Stevens où il lui met un crochet du gauche, mec. Je ne sais pas ce qu'il touche, s'il touche la côte ou le foie, mais Jeremy Stevens, il peut même pas cacher sa douleur, il s'écroule. Et voilà. Et en fait, là, on débat, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une légende absolue et ça, il n'y a pas débat. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il a dit par Saladin dans l'interview, je pense qu'il a dit quelque chose qui reflète la mentalité de la majorité des featherweight qui aspirent à être au niveau mondial et européen aujourd'hui. C'est que tous ceux qui arrivent là pour ces ceintures européennes et mondiales, elles ont eu pour modèle à un moment donné tous José Aldo. Ça veut Ouais, tout dire. ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Les Voilà. GOAT, dites-nous votre avis en commentaire, hein. Où est-ce que vous mettez en commentaire, spammez en commentaire vos classements top 5 of all time des featherweight de l'UFC ou top 3. On verra si dans vos top 3, il y a un José Aldo. Parce que c'est compliqué, moi, j'ai pas réussi à le faire. J'ai pas, c'est pas souvent, mais pour l'instant, je sais pas, faut que je vois. Parce que je vais décanter tout ça parce que la catégorie featherweight, pardon, elle bouge trop. J'attends vos avis en commentaire. Donnez-nous ça. On va voir lequel est le Voilà. plus cohérent, lequel Comme classement. d'hab. Voilà. Comme d'hab. N'hésitez pas Ouais, t'allais dire quelque chose? Ouais, j'allais dire comme d'hab, hein, les gars, vous savez, nous, on lit tous vos commentaires, n'hésitez pas, que ce soit Sigma ou moi. Après, toujours, on en discute. Des fois, ça nous donne des idées pour d'autres vidéos, pour parler d'autres trucs dans nos vidéos, donc n'hésitez surtout pas. Ça sera lu. Et j'aimerais aussi ajouter un truc. Si vous désirez du matos, les gars, que ce soit casque, micro ou autre, tout ce qui nous permet, nous, de vous fournir du contenu de qualité, n'hésitez surtout pas en bio. Nous, on vous met les liens de ce matos. C'est du matos de qualité. Ça peut être cher, c'est sûr, mais en tout cas, niveau qualité, vous ne serez pas déçus. Donc, rapport qualité-prix, c'est excellent. Que ce soit un casque, micro, caméra, tout ce que vous voulez, les gars, n'hésitez surtout pas. On ne vous l'a pas encore dit, mais nous, on met ça dans la bio. C'est ça, parce qu'on reçoit de plus en plus de messages sur Instagram de créateurs de contenu, justement, qui nous demandent quel micro on utilise, quelle caméra on utilise pour les interviews, pour augmenter la qualité. Donc, si ça peut vous servir, maintenant, on met les liens en bio. Sur ce, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner au Twitter, Instagram, TikTok. Et on peut vous dire le mot de la fin là. Peace. Way to go.